Mesdames et messieurs, distingués invités, chers collègues, chers amis, je crois que depuis ce matin, avec la leçon de madame, le professeur à santé, toujours brillant et éloquent, nous avons assez de matière pour méditer et approfondir les thématiques. Mais comme on obéit au programme, je vais prendre quelques minutes pour exposer ce que je pense. Je crois qu'il est peu courant, donc rare, de compter dans le colostre politique universel des hommes, des personnages puissants qui ont la stature de symboles puissants, en marchant avec régularité dans la voie royale, avec un grand courage, une grande détermination. C'est le cas du parrain, du haut parrain de cette conférence, le président Paul Biya du Cameroun. Aussi est-il nécessaire de lui rendre hommage dès le départ. Le président Paul Biya a donné au Cameroun ce que le Cameroun donne à l'Afrique et au monde. Entre autres bienfaits, le goût d'être, de bien-être et le goût de bien vivre. Ensuite, l'université, pour aller à l'essentiel, l'université du Cameroun a créé un double berceau. Il y a le berceau de la critique littéraire, commencé avec le professeur Thomas Melonnet, et le berceau de la philosophie critique d'Afrique contemporaine, avec Boulaga, Toa et Joe Moulé ici présents. En même temps, le Cameroun abrite de grandes institutions régionales et sous-régionales et régionales. Et le Cameroun, grâce à l'action persévérante du président, a une assise agricole solide et alimentaire solide pour tout l'ensemble du pays. Et le sport est puissant, réjouissant toutes les couches juvéniles du pays. Tant d'efforts parfois nous paraissent faciles, mais demandent beaucoup d'abnégation et de méditation. Aussi est-il recommandé très humblement de rendre hommage et respect au sens africain du terme au président Paul Biya et pour sa très sévérité, son opiniâtreté. Merci beaucoup. Les règles aussi académiques, les règles d'usage demandent qu'on rende aussi hommage à celui qui nous invite, c'est-à-dire le professeur, le secrétaire exécutif du cercle de Dola, pour sa compétence administrative scientifique, pour son grand savoir philosophique dans une grande humilité en même temps, et pour son sens du devoir public, et pour sa patience, bien entendu. Donc, à l'instant présent, précis, plusieurs sentiments agréables m'envahissent, mais je voudrais simplement relever le fait que le plus important, c'est que le fait de réunir un tel aéropage ici à Yaoundé, c'est un grand honneur et un grand travail que le professeur Bicom, Charles Binan Bicom, a accompli et nous devons le lui féliciter, le lui reconnaître.
très cher frère Charles Bina-Bicol, malgré votre grande humilité, modestie, recevez nos hommages dus à votre compétence et à votre grand sens de la cordialité. Nous sommes à Yaoundé. Quelques mots s'imposent aussi pour Yaoundé. Yaoundé, nous ne voulons pas de la pensée nouvelle. Je crois que Yaoundé s'impose à cette ville elle-même. Car Yaoundé a sa légende et sa lumière. Yaoundé est une ville moderne, mais peuplée d'universités réputées qui ont déjà fait une réputation au plan mondial et dont les maîtres sont du plus pur alliage académique. Yaoundé est, comme je l'ai dit tantôt, le berceau de la philosophie critique de l'Afrique contemporaine. Yaoundé est en soi la métropole fière et hospitalière pour accueillir les débats africains et internationaux, ce qu'on appelle les conférences. Alors comment dès lors ne pas vous remercier les hommes et les femmes de Yaoundé et du Cameroun de ce fait, vous remercier pour tant de courtoisie et pour tant d'élégance des manières. On nous demande la pensée nouvelle africaine. Mais qu'est-ce que la pensée déjà en soi-même? Et toute pensée aujourd'hui est une pensée critique. C'est-à-dire qu'il faut examiner et analyser non seulement les problèmes, mais trouver les fondements logiques qui font que les problèmes, les événements arrivent et ont un certain sens historique. Sans les logiques des fondements, on est un peu à la superficie. En cherchant les fondements, c'est-à-dire les assises même, les logiques historiques, on peut parvenir à trouver vraiment la vraie question. Parce que souvent nous parlons d'histoire, des problèmes, etc., sans chercher les logiques historiques, qui sont différents des fondements historiques. Parce que nous, Africains, nous avons été jusqu'ici, nous vivons sous deux logiques historiques. Il n'y a que deux. Il y a la logique historique occidentale, depuis le XIVe siècle. C'est ça qui domine essentiellement l'Afrique. Et cette logique ne fonctionne qu'en faveur de l'Occident. Et cette logique est mercantiliste, c'est-à-dire le commerce, l'argent, le profit. On peut tout écraser, il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur. Un homme peut ne pas avoir des droits tout en proclamant les droits humains. Je ne peux pas arriver à cette situation, à cette logique fondamentale, selon mes intérêts. Et nous avons vécu depuis le XIVe siècle, cette logique-là, ce qui a donné 300 à 500 millions de jeunes gens, de jeunes filles, de garçons africains partis au Nouveau Monde, soi-disant. Tantôt, ils étaient jetés vivants dans l'océan Atlantique ou morts. Ils sont partis. Là-bas, on les a vendus comme du bétail. Ni good to be sold. Comme du bétail. Donc, ceux qui ont proclamé les libertés ou les droits humains, à cause de leur logique historique, privent d'autres êtres humains de ces mêmes droits et les vendent comme du bétail.
Ça a duré 500 siècles, 500 ans, ça dit plus de 5 siècles. Donc on ne peut pas dire que c'est un hasard, ou c'est involontaire, ou c'est un accident. C'est voulu par une forte logique. Mais une logique qui agit comme ça pendant si longtemps, peut-elle changer brusquement? C'est douteux. Moi je doute. Alors cette logique a fait que on n'a pas eu de nom. Et quand tu n'as pas un nom propre, tu n'as pas de droit. Et quand tu n'as pas de nom propre, de droit, tu n'as pas de famille. Et du coup, tu n'as pas d'identité. Donc, l'esclavage, en fait, est la manifestation, comme a dit le professeur de la santé, c'est la manifestation de la barbarie de l'Occident. Puisqu'on a privé des droits tant d'humanité. C'est ça le vrai problème, c'est pas l'esclavage comme si c'était arrivé, la traite, c'est comme ça, bon, c'est arrivé l'histoire. Non, c'est une logique qui agit fortement pendant longtemps dans ce sens-là, de la méconnaissance du droit de l'homme, de la méconnaissance de l'humanité des hommes, pendant si longtemps. Et je ne crois pas que brusquement, la même logique puisse muter en une logique plus fraternelle, plus humide, plus accueillante. Je doute fort. Et ensuite, pendant 200 siècles, pendant 2 siècles, donc 200 ans, 2 siècles, les Noirs ont vécu sur un droit quand même, parce qu'on dit qu'il faut qu'il y ait un droit. C'est ce qu'on appelle le code noir. Une moindre faute, on vous marque avec du fer chaud, tout le corps. On peut pendre une jeune femme noire enceinte, on la pend en sortant du temple. Donc finalement, le code noir était un code criminel qui a été donc appliqué pendant 2 siècles. Et aussitôt après, le code noir est devenu le code indigène coloniaux, avec les travaux forcés. Donc les juristes, ils sont nombreux en Afrique, très brillants, ici à Douala. On n'a jamais étudié réellement, fondamentalement, les codes noirs et les codes indigènes avec les travaux forcés. Ces codes-là ont été créés par des juristes. Or, pour gérer les humanités, pour gérer l'humanité, donc on fabrique un code spécial qu'on appelle le code noir, il est appliqué aux Noirs, rien qu'à eux. Et les codes indigènes, c'est à eux. Donc, ce n'est pas le même droit universel, ce n'est pas le droit de la civilisation. C'est le droit pour vous, et pour mieux vous dominer. Point très. Donc, ce code-là ou ces codes-là sont en dehors de toute législation universelle. Parce que la législation universelle prône la liberté avant toute chose. Or, les codes noirs, les codes indigènes, les codes coloniaux n'ont rien à faire avec la liberté humaine. Alors que toute prescription aujourd'hui, les droits humains, les ceci, les droits de l'homme, commencent par la liberté. Donc, supprimant quelqu'un la liberté, il est au rang d'un animal, d'un quadrupède. Il peut travailler pour vous sans droit. Il n'a pas droit au salaire, il n'a pas droit au repos, il n'a pas de famille. Je peux vendre la mère, je vends le fils, je vends la fille comme du bœuf. Voilà le droit. Ensuite, les Africains, quand même, pendant cette période douloureuse, pendant ces siècles douloureux, les Africains n'ont pas manqué de réagir. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que la France, le Portugal, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, jusqu'en Suède, ils ont des colonies, tout le monde. Tout le monde a eu des colonies. Le Portugal est tout petit, mais par rapport au Brésil, ils parlent portugais, c'est des Portugais. Et le Mozambique et l'Angola. Si bien nous sommes devenus lusophones,
anglophones, francophones, hispanophones, etc. Alors que nous sommes africains. Donc, en disant même la francophonie, on perd même l'africanité. Rien que le mot. On s'exclut soi-même, on croit que c'est bon, on a des ministères, le ministre de la francophonie. Mais il faut vous exclure vous-même. Il faut vous exclure vous-même. Donc, l'Europe occidentale devient une puissance maritime. C'est ce qu'on appelle l'outre-mer. Il n'y a pas d'outre-mer au Moyen-Âge. Il n'y a pas de puissance maritime universelle sur les terres et les mers au Moyen-Âge. L'Occident a muté à cause du changement de son économie, de sa vie sociale. Le Moyen-Âge n'a pas de puissance, l'Europe n'a pas une puissance maritime pendant le Moyen-Âge. C'est dans les temps modernes qu'il serait devenu une puissance maritime. Une puissance, et voilà pourquoi il contrôle encore les ports. De Walvis en Namibie, de Luanda, de Pointe-Noire, de Douala, de Kribi, de Lomé, d'Abidjan, de Conakry, de jusqu'à etc. C'est donné à un seul individu, M. Bolloré. C'est toujours le contrôle des mers. Et lui, il le fait grâce à son mariage parce qu'il a marié Delmas. Delmas, c'est des familles négrières de Bordeaux. Donc, ils connaissent la mer, ils connaissent les océans. Avant, c'était même à la France. Maintenant, c'est un individu. Et nous sommes contents. Ça ne dit rien. Ces Camerounais peuvent mourir, etc. Il n'y a pas de procès. Il n'y a rien du tout. Et ce gars, mais quand tu contrôles les puissances de la mer, l'import et l'export, ce qui se passe à l'océan, dans l'océan, mais il vous commande du coup. On a beau être indépendant. Ils commandent du coup. Ils peuvent envoyer même des déchets industriels toxiques. Et on dira que ce sont les déchets d'Abidjan. Comme si la Côte d'Ivoire a une industrie développée et les produits toxiques, ils jettent ça dans la lagune. Et donc ce sont les déchets d'Abidjan. Et les gens meurent. Les Africains, nulle part, ni l'État, ni la région, ni le continent, l'Union africaine me dit c'est les déchets hollandais. On ne peut pas dire ça. On dit non, c'est les déchets d'Abidjan. Mais ces déchets, c'est bien quand même, ils viennent jeter ça pour vous tuer et les posséder, tout, ils viennent de la Hollande. Là, il ne faut pas dire ça. Oui. Ensuite, pendant ce temps-là, ils contrôlent la mer, ils contrôlent les océans, ils ont créé l'outre-mer, toujours dans l'inégalité. L'outre-mer ne fonctionne pas pour l'outre-mer. L'outre-mer fonctionne pour la métropole. C'est jusqu'ici la logique. En Guadeloupe, en Martinique, etc., c'est toujours pareil. En même temps, il y a le physique, la géographie physique, la forêt, les sous-sols, les minéraux, etc. Mais il faut aussi détruire l'être humain africain. D'où le combat de l'afro-centricité. Il faut détruire l'être humain. Alors pour le détruire, la méthode c'est le cerveau. D'ailleurs, on dit que c'est... En gros, il est noir, mais c'est très bien de le dire, c'est très beau. Ils sont africains, c'est très beau. Mais il le dit, c'est les hommes de couleur. C'est un homme de couleur. Il y a des livres comme ça qu'on écrit, les hommes de couleur, c'est-à-dire nous. Et nous-mêmes, la couleur, c'est quoi? Ils ne sont pas la couleur. Nous sommes des hommes de couleur. Donc on n'est même pas hommes comme eux, puisqu'on est hommes de couleur. Et quand ils ont fini d'être hommes de couleur, ils ont créé le fait, surtout depuis quand Hegel disait qu'ils ne sont même pas partie de l'histoire de l'humanité.
puisque l'esprit ne peut pas transiter sur le continent africain. Donc nous sommes en dehors de la marque de l'histoire de l'humanité. On ne fait pas partie de l'histoire de l'humanité. Donc vous n'êtes pas humain. C'est pas fini. Donc, à la Sorbonne, Raoul Allier et Lévi Bru vont dire qu'on a une mentalité, bien sûr, c'est à peu près des heures, mais c'est une mentalité primitive. Et du coup, leur langue, leur langage, les symboles, la vie de façon générale, l'expression, les comportements, ça ne peut pas être évolué. C'est sauvage, c'est primitif. D'où notre mission de civiliser. Donc la colonie n'est pas si mauvaise que ça, c'est plus qu'on vous a civilisé. Vous avez des langues païennes et qui deviennent des langues de civilisation maintenant. Comme s'il y avait des langues chrétiennes. En linguistique, on ne connaît pas de langue chrétienne dans l'humanité. Même pas l'araméen, parlé par Jésus-Christ, n'est pas une langue chrétienne. C'est une langue sémitique, comme l'hébreu, l'arabe, l'akkadien. Mais vous, on vous trouve nous, on nous trouve des primitifs, donc c'est quelque chose de bizarre dans l'humanité. Et du coup, tout est bizarre. Sans parler. Tout à l'heure, on a parlé du monsieur, de la dame, de la Vénus d'Otando. C'est une jeune fille d'une vingtaine d'années qui est partie en Angleterre. Elle avait un corps fort. Elle fait ce qu'on dit, etc. Et les sexistes occidentaux trouvaient que c'était bizarre. On l'a parquée dans les eaux pour venir voir. Et les week-ends, on partait la voir nue dans les parcs. Et puis on l'a achetée en France. On l'a tuée, il faut bien le dire. Et c'est l'anatomiste Cuvier, le baron Cuvier, qui a dit comment doit être son sexe. Il a trituré, l'a dépecé, l'a mis dans les bocaux. Quand j'étais étudiant, à l'étude de paléontologie humaine, on partait au Muséum d'histoire naturelle, le sexe était dépecé dans les bocaux. On le voyait. Et quand il y a eu l'indépendance en Afrique du Sud, quand l'Afrique du Sud, Mandela a demandé qu'on restitue tout, ils ont dit les bocaux ont disparu. Alors que l'on les voyait bien, ils disparaissent pour aller où? Donc on a envoyé ce qu'on a pu envoyer, puis on a fait les enterrements officiels. Vous voyez le sexisme de ces gens-là. Donc au fond, il n'y a ni respect ni de l'homme, ni de la femme, ni de valeurs, il n'y en a pas de valeur. Et vous voyez bien que le 26, je crois, à Dakar 2007, un président français très éclairé a dit que les Africains ne faisaient pas partie de... Comme ils vivent selon les rythmes, selon la cadence des saisons. Ils vivent selon la cadence, le rythme des saisons. Ils n'appartiennent pas à l'histoire. Ils n'ont pas d'histoire. Nous sommes au XXIe siècle. Fait par un haut cadre du pays qui dirige le pays, qui dirige la France, qui a des conseils qui peuvent demander, il y a des africanistes. Et on lui a conseillé d'ailleurs. On dit que vous pouvez dire ça à Dakar, qui n'ont pas d'histoire, qui vivent selon les saisons, c'est des animaux. Et quelques années après, à Ouagadougou, un autre centurion dit qu'il propose à la jeunesse africaine, un nouveau partenariat stratégique. Il comprend qu'il voudra. Ça dit que la jeunesse portugaise est dans l'ennui, on ne lui parle pas. La jeunesse espagnole, on ne lui parle pas. La jeunesse française fait les gilets jaunes, on ne parle pas. La jeunesse chinoise, on ne parle pas. La jeunesse corse, on ne parle pas. La jeunesse du monde, on ne parle à nulle part. C'est la jeunesse africaine. La jeunesse, de quel droit? Vous n'êtes pas président africain, vous n'êtes pas député africain, vous n'êtes pas élu en africain, vous n'êtes pas un africain.
vous avez votre pays, la banque vous connaît même pas d'Afrique, et vous décidez comme ça, par quelle vision, par quel esprit, quelle mentalité, de venir parler à la jeunesse, je vous bénis, etc. Je ne refuse pas qu'il y ait un expert non-africain de nous parler, mais il faut lui demander au moins 3 conditions. Est-ce qu'il est compétent, la compétence, de nous parler ce qu'il veut nous parler? Est-il compétent de parler des problèmes de la jeunesse africaine? A-t-il la légitimité d'en parler? Parce qu'on ne peut pas parler comme ça en France, tu parles comme ça, c'est pas du cinéma. La légitimité quand même, et surtout l'autorité. Vous n'avez pas d'autorité, puis vous venez de parler autoritairement aux Africains. Vous n'avez pas la légitimité, vous vous prenez investir d'une mission sacrée, et vous n'avez pas de compétences. Et vous lisez les papiers que quelques experts vous font. Voyez, ça c'est un mépris. Donc depuis le truc de Dakar, la commune de Dakar, jusqu'ici, il n'y a que le mépris. Bon. Mais ce mépris n'est pas aujourd'hui, il faut parler de la logique historique. Depuis le XIVe siècle, ils ont cette logique qu'on ne change pas. On ne peut pas changer. Vous allez faire des accords, les camarades, les cadres, les alliances, la francophonie qui est un avenir. Il n'y a pas d'avenir dans ces affaires-là. Tout ça, ça ne peut pas tenir à cause de la logique qui commande ça. Ce n'est pas une logique favorable au partage. Ce n'est pas une logique favorable au respect de l'autre. Ce n'est pas une logique comme ça. C'est depuis le XIVe siècle qu'ils se sont enrichis. Ils ont tué la noblesse française, par exemple, a été éliminée. Et les rois avec. Après, c'est la bourgeoisie qui est venue. Il a eu l'argent des colonies, l'argent de l'esclavage, etc. Il s'est enrichi. Et avec l'argent, il a créé des banques, des chemins de fer, il a fait la révolution industrielle. Et ça pollue jusqu'aujourd'hui. Depuis 2 siècles, il faut la révolution industrielle. Ça pollue jusqu'aujourd'hui. Il y a les effets de pollution jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit? C'est l'Afrique qui pollue le plus. Vous ne voyez pas la logique? Vous qui n'avez même pas une industrie, même pas fabriqué nos propres chaussures, hein? On dit que vous polluez le plus. Eux qui font ça depuis le XVIIIe siècle, et c'est pollué partout, c'est connu. Ils disent que non, c'est de la copre, c'est les noirs, la forêt du bassin du Congo, des choses comme ça. C'est pas nous. De toute façon, on va continuer à industrialiser et laisser-les tranquilles. Ils n'auront même pas d'industrie. Qu'est-ce que vous polluez, laissez tomber? On va en forêt, on va faire. Mais vous voyez pas la logique, comment elle fonctionne contre nous? On ne peut pas vivre ensemble avec cette logique. On ne peut pas. Objectivement parlant. Parce que cette logique est très forte de génération en génération. Des gens cultivés, on est indépendant, ils ne respectent même pas les chefs d'État. Ils les prennent pour les enfants, les invités à Pau pour parler du Sahel, la francophonie les bénit, celui qui fait l'ordre du jour, celui qui parle, et celui qui clôt, celui qui finance. Et les autres assistent comme ça, bonjour. Alors finalement, vous voyez bien que, mais pour fragiliser encore, cette logique mercantiliste n'a pas dit, il faut encore ankyloser. Parce que si le cerveau africain travaille bien, ça peut être un danger. Ça peut être un danger. Donc il faut essayer d'affaiblir leur cerveau. Alors ils vous diront par exemple, on va vous aider, les aides. On dit que tu es là, on t'aide. Moi, je veux bien, si malheureux, vous m'aider. Mais quelle est votre logique pour m'aider? C'est pour me donner plus de dettes. Est-ce que la SAPA dit c'est l'aide, c'est l'aide. Ils appellent ça aide. Et au résultat, vous avez des dettes que vous ne pouvez même pas payer. Voilà l'aide. C'est la logique. Ils cachent ça. C'est des dettes injustes. Ensuite, vous avez la coopération. La coopération. Bon, la coopération, quelle est la logique de la coopération?
Parce que les experts camerounais, très compétents, ne sont pas envoyés en France aussi pour aider, pour faire ceci dans la coopération. Ce sont les experts français qui viennent ici faire la coopération. Il faut les loger, il faut les payer très cher. Mais oui, c'est ça le réseau, c'est la coopération. Donc, au fond, ils servent les intérêts de leur pays qui les envoie, ils n'ont vos intérêts. Et du coup, parce qu'il y a toujours l'esprit mercantiliste et dialogue nord-sud. Donc, le sud, on va dialoguer avec le nord. Bon, moi, je veux dire, mais quelle est la logique? La logique, c'est le faux de un pot de fer contre un pot de terre. Ils sont ensemble. S'ils se collent, il sera cassé. C'est le pot de terre qui sera cassé, non? Alors vous allez dialoguer avec quelqu'un industrialisé qui contrôle, qui va la lune, l'espace, qui a les bateaux, qui a les mers et tout. Et vous qui n'avez rien, des saguets, des houes, vous allez faire le dialogue. Vous voyez que c'est dupe, non? Ensuite, ils vous disent, oui, le Noruveguais exagère. Vous êtes quand même du tiers-monde. Moi, je suis professeur, puis je fais les maîtrises sur le tiers-monde. Moi-même, je dis c'est le tiers-monde. J'ai dit aux étudiants, bon, mon cours, c'est sur le tiers-monde. Mais quelle est la logique du tiers-monde? C'est-à-dire que quelqu'un a divisé le monde en 3 ou 4 parties, il vous attribue que vous êtes le tiers-monde. Mais de quel droit? Quelle est cette logique-là qui commande l'histoire? Vous voyez, c'est une logique qui n'est pas normale. Ensuite, pour faire vite, la France-Afrique, j'ai déjà dit ça, celui qui fait tous les programmes, etc. Et la francophonie. Nous sommes africains. Vous le rappelez? La santé l'a dit, mais il faut peut-être le rappeler. Nous sommes africains. C'est-à-dire, nous habitons par origine le continent africain. Nous ne venons pas d'Asie, nous ne venons pas d'Europe, de la Mélanèse et des choses comme nous sommes africains. Et au point de vue paléontologie humaine, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et le dernier fossile trouvé au Tchad, à Touma, il a 7 millions d'années. C'est le plus ancien, les autres continents n'en ont pas. Donc nous sommes africains. Appelez-nous comme vous voulez, mais je suis Bassa, Betty, Bamoun ou Bamileke, tout ça, peu importe, mais je suis africain. Je suis congolais, je suis ivoirien, je suis sénégalais, mais je suis africain. Je suis même brésilien, moi je suis aux États-Unis, les Assantes, c'est des Africains, nous sommes africains. Nous sommes africains, il n'y a pas de francophonie, il n'y a pas de... Avant ça n'existait pas, avant que les gens n'arrivent, l'Occident n'arrive, il n'y avait pas de francophonie, d'anglophonie, de ceci, pourquoi nous diviser comme ça? Les Européens parlent leur langue, nous avons nos langues, on ne dit pas qu'ils sont ceci ou cela, ils sont européens, chacun sa langue, etc. Pourquoi chez nous, on doit effacer tout l'Afrique, sa langue, ses expressions, les arts on a pris, les langues on efface, les hommes on maltraite, il faut tout faire. Et vous allez continuer comme ça. Non, mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Ensuite, nous sommes africains, nous sommes, on était tous victimes de la malheur d'histoire, ensemble, personne n'a échappé à la colonisation ou à l'esclavage, etc., on a souffert. Du coup, nous sommes aussi libres d'imaginer ensemble notre communauté de destin. On ne demande la permission à personne. On fait notre communauté de destin. Il faut qu'on fasse l'union, l'unité, la solidarité, la fraternité pour bâtir une nouvelle Afrique et sortir à jamais cette logique-là. Si cette logique continue, tu essaies de monter la tête, on tue Sankara. Tu essaies de monter la tête, on tue Cabral. Tu essaies de monter la tête, on tue Lumumba. Tu essaies de monter la tête, on tue Umbiobé. On tue Philippe Sédéné. On tue Sédé Arafano Sédé. On tue Boganda. Et on met même Mandeleke presque mort en prison. C'est comme ça qu'ils sont dans cette logique-là. Mais si vous êtes nombreux, on ne peut pas tuer tous les millions à la fois. À la fois. Il faut donc, c'est ça notre salut, l'unité. Voilà pourquoi, chaque fois qu'il y a l'unité, il divise. Il dit, il faut faire la CEMAC, la CEDEAO, l'UMOA, des choses comme ça, là. Et puis l'Union africaine qui le finance, etc. Et puis on est dans les unions qui ne fonctionnent même pas.
que le peuple ne connaît pas. Bon, on n'a même pas d'industrie, on dit l'espace africain d'économie. Quel espace? Mais qui commande cet espace-là? Hein? Quel est le franc de cet espace? Quelle est la monnaie de cet espace-là? Donc, au fond, ils veulent le diviser pour paralyser complètement l'Afrique, ankyloser le cerveau africain. Et, par exemple, ils ont d'autres concepts comme ça que vous les connaissez, non? Et, par exemple, le renforcement des capacités. Mais c'est même pas du français. Voici le renforcement. Mais une capacité, c'est déjà fort, non? Une capacité, c'est déjà fort, non? Donc tu veux renforcer la force. C'est pour arriver au mieux, si on est indulgent, c'est une redondance inutile. Si on est poli, c'est une redondance inutile. Parce que je ne vois pas ou de très mauvais coups. En français, on ne dit pas comme ça. Je viens me renforcer vos capacités. Mais c'est que vous n'en avez pas. Mais si vous en avez, c'est qu'il n'y en a pas de capacité. Puisqu'on vient les renforcer. Bon, d'autres part disent que on vient vous faire la gestion axée sur les résultats. Moi, je veux bien. Mais dites, donnez-moi une gestion qui n'est pas axée sur les résultats. Et les autres banques là, ils viennent vous faire on fait l'argent, on fait des meetings, on inaugure ça, le gouvernement inaugure des choses comme ça, qui disent que la gestion axée sur les résultats, et tout le monde il y a la gestion, puis c'est quand même axé sur les résultats, donc c'est quand même bien. Mais vous ne voyez pas que c'est même un pléonasme affligeant. Mais quelle est la gestion qui n'est pas sur les résultats? C'est pas une gestion. Ensuite, ils disent que d'autres nouveaux partenaires, j'ai dit, ils disent qu'ils ont des nouveaux partenariats, des stratégiques. Alors moi, je ne comprends pas bien. C'est un nouveau, et puis partenariat, donc avec nous, et c'est stratégique. Qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est des mots qui ne veulent rien dire. Je crois que celui qui dit ça, il fait exprès, ou alors c'est un mauvais chef de guerre, parce qu'on ne dit pas comme ça. Mais eux, ils font comme ça. C'est des mythes. Alors, ça ankylose l'esprit africain, ça paralyse l'esprit africain, ça fait leur logique par des mots comme ça. Hein? Et puis, ils se font les Césars, ils se font des centurions, des Clovis, ils viennent vous libérer, ils viennent vous civiliser, et c'est toujours eux. Et vous voyez bien que ce qui signifie, en réalité, depuis le XIVe siècle, l'Occident est toujours en expédition colonisatrice sur le continent africain. Et c'est comme ça qu'il faut voir. Toute leur coopération, tout le vocabulaire, même si on écarte objectivement, c'est toujours cette logique-là, du mépris fondamental de l'Afrique, quel que soit le président ou le gouvernement. Tu vois? Donc c'est ça qu'il faut, c'est la réalité. C'est la réalité. Donc au fond, mais les Africains ont quand même réagi. Parce qu'on peut aussi vivre comme des tourteaux. Et l'Africain a réagi. Ils ont créé à l'époque African Personality. Bon, surtout les pays anglophones. Bon, ça dit qu'on affirme la personnalité africaine, puis on est nous quand même, on est nous tout le temps. C'est par rapport à la logique là. Tu vois, c'est une logique qui dit, bon d'accord, tu me traites, mais j'ai quand même ma personnalité. Ça va pas loin. Et les pays francophones ont fait la négritude. Bon, nous avons nos valeurs, lesquelles on ne sait pas trop. Hein? Nous avons notre identité. Et c'est la négritude. C'était un mouvement plutôt esthétique, un mouvement littéraire. C'était la réaction. Ne vous en faites pas, nous sommes les beaux, nous avons le rythme, nous avons la danse. Même si vous nous exploitez, ça ne fait rien. Voilà. C'est comme ça qu'on a donné la réaction, que nous vivons quand même. Après, on a fait les réactions, tout le monde a fait l'identité culturelle. Ça fait très beau d'ailleurs. L'identité culturelle. Et l'autre aussi a parlé de l'authenticité. C'est-à-dire qu'on est quand même nous, pas les autres, on est authentique, etc.
Bon, c'était pour répondre quoi, nos spiritualités, nos cosmogonies. Ça console un peu quoi, tu vois, chez nos autorités traditionnelles, ça nous contente un peu, c'est comme dans le musée. C'est pas actif, c'est pas enseigné, c'est rien du tout. Mais vous parlez, même le tradition n'a jamais enseigné les valeurs africaines à l'école. Donc ça fait bon pour la galerie. Alors maintenant, Cheikh est venu, il a fait quand même la naissance de la conscience historique africaine. Parce que si tu as ta conscience historique africaine, tu peux voir le passé, tu peux étudier le présent, tu peux te projeter dans l'avenir. S'il n'y a pas de conscience historique, c'est rien à faire. C'est comme les animaux. Les animaux n'ont pas de projet. Ce sont des objets. Les êtres vivants, objets, pas de projet. Se jeter devant, ils n'ont pas ça. L'être humain a ça comme sa conscience historique. Et c'est que le Cheikh a essayé de restaurer depuis l'Égypte antique, depuis les origines de la civilisation africaine. Il restaure cette conscience. Parce que si tu es conscient de toi, tu dis ton histoire, tu as ton narrative, tu as ton orientation. C'est vrai que c'est mieux que le français quitte la France et vienne expliquer l'histoire des Bamileke au Bamileke. C'est un truc comme ça. Ils étudient des Fulbés, ils viennent de Paris, mais c'est quand même confus. Donc un Anglais quitte l'Angleterre, vient en France, étudie l'histoire des Français, et les Français prennent cette histoire-là pour enseigner à l'école française. Est-ce que ça se fait? Est-ce que les Allemands attendent que les Italiens écrivent les histoires de l'Allemagne pour que les Allemands apprennent cette histoire-là-bas en Allemagne, écrite par les Italiens? Même pas. Est-ce que même les petits pays comme le Portugal, ils attendent même que la Grande-Bretagne écrive l'histoire? Même l'Espagne avec l'Armada pour lutter contre l'Angleterre. Ils peuvent écrire l'histoire de l'Angleterre. Chacun fait son histoire, chacun ses parents, sa généalogie, chacun sa biographie, chacun fait son histoire. On n'a pas besoin d'eux qui viennent étudier. Ils ne parlent même pas volant, ils ne connaissent rien du tout. Ils parlent de l'histoire des Ashanti, ils parlent de l'histoire des Baoulés. Mais je m'étais accroché avec une africaniste à Abidjan. J'ai dit je préfère l'histoire des Baoulés par les Baoulés même que par vous, madame, parce que moi je doute fort de vos compétences. Même si vous n'avez, il y a quand même quelque chose, Marcus Gravel a dit, mais jamais on trouvera quelqu'un là-bas qui n'est pas concerné pour écrire votre histoire. Donc on a des histoires, des trucs comme ça là. Non, nous, on a fait aussi des festivals panafricains à Dakar, à Alger, à Lagos, pour célébrer le génie créateur africain en face du monde. Après qu'on célèbre, c'est fini, on oublie même. Oui. Et on a ensuite créé des organisations de l'unité africaine, de l'Union africaine. Mais vite, ils contrôlent surtout l'Union africaine parce qu'ils paient les fonctionnaires, Bruxelles paye les fonctionnaires. Donc l'Union africaine est contrôlée. Tout est contrôlé. Tu vois, il n'y a pas comment dire ça. Ce sont des organes administratifs, juste pour l'administration. Jamais pour des décisions politiques, jamais. Bon, ensuite, il y a un foisonnement, c'est trop, un foisonnement d'organismes ou d'associations locales, sous-régionales, régionales. Il y en a tellement trop qu'on n'arrive même pas à payer les cotisations. Il y en a trop, quoi. Il y en a trop, ils travaillent. Ça, c'est bien, ça veut faire des fonctionnaires, mais au point de vue population, au point de vue peuple, il y a trop d'organismes. Avant, il y avait même Camer, il y avait Air Afrique, il y avait Congolina Congo, et il y avait des mais aujourd'hui, il n'y en a même plus. Mais à quoi servent ces régions, ces organismes? Le peuple ne circule même plus. Mais oui, puisqu'il y a. Ça ne dit rien aux gens. Ça ne dit rien aux gens, etc. Non, vous voyez bien que ces organismes, il y en a trop. Il y en a trop, ça paralyse l'Afrique. Et on ne fait pas comme ça, il y en a trop. Il y en a trop. Dans une famille, le père commande, la mère commande, le fils est né commande, la soeur est née commande. Il y a trop de chefs. Oui. On a fait quand même le premier congrès, les hommes de science à Brazzaville, en 1987. Tous les scientifiques du continent de la diaspora du continent à Brazzaville, en 1987. Mais c'est éphémère, personne ici ne se rappelle de ça. On a oublié. Bon, voilà. Et quand le président Ouad était à Dakar, il a fait venir 500 intellectuels africains. Moi, j'étais même le rapporteur général.
Je ne sais même plus le terme qu'on a fait. C'est des trucs éphémères. Vous partez, on fait la galerie, c'est éphémère. Donc, au fond, les gens font tout. Même le truc de Bicom, là, ils vont étudier ça à leur manière. Ils vont dire, vous proposez le partenariat, ils vont dévier ça. C'est comme ça avec les gens. Donc, ils vont dévier. Donc, au fond, chaque fois, quel est le problème? Quelle est la logique? C'est que l'Afrique doit être éloignée. La jeunesse africaine, les forces vives africaines, les forces politiques africaines doivent être écartées du règne du royaume politique africain. C'est ça la logique. Il faut vous écarter le plus possible de l'histoire, de prendre votre histoire en main. Donc on propose les conférences axées sur les résultats, on les aide, les trucs, les associations, on multiplie, ça paralyse. Ça vous éloigne de la conquête du pouvoir politique africain. Ça vous éloigne de bâtir l'Afrique. Voilà la réflexion. Sinon, on peut toujours étudier les œuvres d'art de la sélection naturelle, mais toujours, mais la logique, il faut sortir de cette logique. Il y a deux logiques, la logique dominatrice et la logique libératrice. Et nous sommes dans la logique dominatrice depuis le XIVe siècle. On a beau faire. Il faut quitter cette logique. On peut analyser ça, il n'y a rien de bon. Tu vois? Donc, au fond, il faut quitter cette logique-là. Donc, ce qui suppose un changement radical. C'est ce que nous sommes prêts à faire, un changement radical. Peut-être pas nous maintenant. Mais les générations futures doivent grandir avec cette idée-là. Au lieu de grandir avec les idées de nouveaux partenariats stratégiques. Nous avons la richesse de l'humanité ici. Donc ils viendront, on signera les accords selon notre logique aussi, selon nos intérêts, et non selon leur logique, on ne va pas prendre gratuitement. Donc le problème politique est très important. Il n'y a que ça qui résout. Il n'y a que le problème politique qui résout. S'il n'y a pas de problème politique, on a beau faire, hein, on ne va pas évoluer, on ne va pas changer. Donc au fond, il faut faire la nouvelle pensée africaine. Donc, c'est une nécessité et une urgence. Il ne faut pas prendre ça comme ça. C'est là qu'il faut féliciter le professeur Bina Bicom, mais c'est quand même penser ça qu'il faut faire la nouvelle pensée africaine au sens propre du terme, rigoureux, si nous sommes capables, tu vois. C'est une nécessité et c'est même urgent à la fois. C'est pas simplement un colloque comme ça, on se réunit, on se reconnaît, on se revoit, on s'embrasse, mais il faut travailler sérieusement pendant les séminaires ou les comités, les commissions, travailler sérieusement pour émerger une nouvelle pensée africaine. Et cette pensée africaine ne peut être que politique, ne peut qu'être sur la conquête du royaume politique, de la libération de l'Afrique, d'une autre Afrique, organiser l'Afrique autrement, etc. Ça sera difficile, mais c'est le choix. Vous avez vu par exemple les États-Unis. Mais qui a fait les États-Unis? On est tout le monde est content, les États-Unis. Franklin avait 80 ans, il avait la goutte, il a fait, il ne partait même pas à toutes les réunions. Il a trouvé des jeunes gens, notamment un avocat de New York, Hamilton, il avait 30 ans. Il a trouvé Madison, 33 ans. Même Jefferson, 28 ans. Tout dit, bon, venez les petits là. Écrivez-moi la constitution de la fédération. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, non, on va faire les États-Unis d'Amérique du Nord. Et puis, bon, voilà, on sera fort, on sera les premiers, ça va. C'est un autre chemin, c'est pas le chemin européen là-bas. Nous venons de là-bas, mais là-bas, il ne pourra pas évoluer. Il dit, faisons. D'autres ont dit qu'on ne fait pas. Les Noirs vont faire quoi? La Virginie, les épées, la Géorgie, l'esclavagisme, là. Ils n'ont pas voulu faire. Demandez aujourd'hui à la Géorgie de quitter les États-Unis. Demandez aujourd'hui à la Floride de quitter les États-Unis. Et ils ne faudront plus. Mais avant, ils avaient refusé, leurs ancêtres avaient refusé. Et les autres ont insisté, on fait la guerre de sécession même. Ils disent non, il ne faut pas blaguer. Aujourd'hui, on peut pas faire la guerre, on fait la démocratie, vous signez l'accord ou pas. Mais à l'époque, on vous casse la gueule. Et on a fait les États-Unis. Et au début, c'était 13 seulement. La Virginie, ils venaient tous même de la Virginie. Le premier président Washington vient de la Virginie.
même le 4e, la Madison et de la Virginie, il n'y a pas de tribalisme, ils sont familiers, ils sont tous des boulous. Mais ça fait quoi s'ils sont compétents? Hein? On revient tous au doigt là, mais ça fait quoi s'ils sont compétents? Hein? Nous, on reste encore dans ces tribalismes-là, on ne va pas évoluer. On ne va pas évoluer, c'est les compétences qui comptent, c'est l'intérêt. Donc finalement, ils ont fait, il y a eu aussi un chemin inverse. Simon Bolivar, le général Simon Bolivar, qui a libéré l'Amérique latine. Il a dit, faisons aussi l'unité au congrès de Panama. Ils ont dit oui, on veut bien, on n'est pas encore mûr, on est ceci, chacun se développe, on va voir. Bolivar a dit, nous sommes espagnols, on parle espagnol, on parle le portugais, les Brésiliens parlent portugais, mais c'est des cousins. On parle espagnol, on est chrétiens, là-bas ils sont protestants, nous sommes des chrétiens, des catholiques. Bon. Et ensuite on est très riche, le pays très riche, la forêt, il y a la mer et tout. Donc faisons notre unité. Ils ont refusé pour 1000 prétextes. Oh non, c'est toujours non, il n'y a jamais de décision politique. Après aujourd'hui, s'il n'y a pas les cartels de cocaïne de marijuana, on ne parle pas d'eux. On parle de quand les cartels de marijuana, de cocaïne, ils vivent que de ça. Ou bien de football un peu. De football, quand il y a l'Argentine, Maradona, vous pelez. Mais les autres n'ont pas le même, ils ne savent même pas jouer. C'est les Mbappé qui jouent mieux qu'eux maintenant. Ils savent, oui. Donc finalement, ils ont loupé. Et aujourd'hui, ils veulent tous aller, les Guatémaltèques, là, ils veulent tous aller aux États-Unis. Trump dit non, faisons le mur, laissez ces bandits-là. Ils vendent leur ils viennent polluer les États-Unis, ils avaient refusé leur unité. Leur fédération leur avait proposé Bolivar. Ils avaient refusé, donc nous on n'en veut plus, faisons le mur. S'il n'y a pas d'argent, moi Trump, je paye le mur. Et qu'il reste là-bas. Donc nous, finalement, comme il n'y a pas de mur, il y a la Méditerranée, on va essayer de nager, de mourir dans la Méditerranée. Oui, pour quitter la misère. Rien ne nous appartient. Les ports, c'est pas nous. Les chemins de fer, c'est pas nous. On n'a même pas d'aviation. Il n'y a rien. On traîne comme ça. Les unités, il n'y a même pas de crédit. On ne fait pas les institutions. Il y en a tellement, mais il n'y a pas de cotisation. Mais les gens n'ont pas de boulot. Ils n'arrivent pas à faire les foyers, il n'y a rien. Bon, on va risquer les Canaries pour la Méditerranée. On n'a qu'à mourir tant pis. Si on ne meurt pas, on ira bien, on sera bien. Si on meurt, c'est à peine des profitables pour l'Afrique. Donc, ces choses-là, il faut s'affirmer réellement, s'affirmer que la nouvelle pensée africaine doit donc s'affirmer totalement. Il ne faut pas hésiter. C'est quoi cette pensée-là? Il doit s'affirmer comme les autres ont affirmé la faux-centricité. Il faut s'affirmer comme ça. D'autres vont critiquer, c'est leur affaire. On n'a pas demandé la décision de quelqu'un quand on a fait l'Union africaine. Quand on a fait l'Union européenne, est-ce qu'on a demandé l'avis des chefs d'État africains? Jamais. Quand on a fait les États-Unis d'Amérique, est-ce qu'on a demandé l'avis de l'Angleterre? Les Franklin ont demandé l'avis d'Angleterre. Il a fait juste un petit séjour à Paris pour voir Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, puis retourner faire ses affaires. Oui, on ne demande pas la permission, mais nous aussi, l'Élysée n'a pas donné la bénédiction, on ne fait rien. Oui, il faut. Et puis c'est des petits qui sont même instables, qui n'arrivent pas à gérer leur pays. C'est des gens instables. Ils ont leur. Tout ça. Donc il faut faire. Nous, il faut donc de plus en plus cette pensée africaine. Il faut, le premier qui est sous-entendu, je crois, par le PICOM, les forces vives africaines. On doit sortir même des amphithéâtres. Les forces vives africaines doivent être saisies. Il faut leur donner l'idée qu'une nouvelle Afrique est possible et que ces forces doivent s'engager et faire des patriotes. Il n'y a pas assez de patriotes. Il faut faire des patriotes pour une nouvelle Afrique. C'est ça. Il faut donc que les leaders politiques soient ensemble avec les hommes et les femmes de toutes conditions, les jeunes et adultes, les entrepreneurs, il y en a, les artisans, il y en a,
les paysans, les ouvriers, tu vois, les pêcheurs. Il faut faire tout ça, les artistes. Tu vois. Et les musiciens, c'est très important. Les photographes, tout ça doit être combiné. Il faut laisser personne de côté. Les photographes, les cinéastes africains, s'il y en a, il faut les propulser. Les sportifs, surtout si vous organisez les stades et tout, là, les jeux, c'est les canons de Yaoundé, tout c'est connu. Le sportif, il faut faire toutes les... On fait le sport panafricain, c'est parce qu'on est africain, même si on est battu par les autres. L'athlétisme, etc. Les écrivains, il faut qu'il y ait des écrivains, ils sont concernés par le futur africain. Les journalistes n'en parlons pas. Ici, il y a la galaxie panafricaine, ce qui est très bien. Les intellectuels africains, les universitaires, les scientifiques africains, les architectes africains, il y en a, tout ça c'est là. Il faut qu'ils soient concernés, les mathématiciens africains, les biologistes africains, les informaticiens, les ingénieurs informaticiens, les bibliothécaires, c'est pas seulement les musées, les bibliothécaires, c'est très important pour les archives, pour les papiers, tout, etc. Les urbanistes, on ne construit pas n'importe comment. Il faut qu'il y ait des urbanistes. Il faut faire de belles villes africaines, des ingénieurs, des médecins, on a dit, des vétérinaires. C'est important pour faire l'élevage sans eux. Des pharmaciens, des géologues, c'est très important. Il y a des mines qu'on ne connaît même. Moi, j'avais dit qu'au Fila Kinshasa, il faut faire au moins 1000 géologues par an à Kinshasa, au NRDC, pour que dans 50 ans, 100 ans, on ait le contrôle de toutes les matières premières. Mais former 2 ingénieurs par 10 ans, vous n'arriverez jamais. Il faut former les géologues, les linguistes. Il y en a, il faut pas, on parle de nos langues. Il faut qu'il y ait beaucoup de linguistes qui vont faire les outils. Les restaurateurs, on mange quoi? On mange, c'est bien fait, c'est accueillant, c'est la civilisation, c'est la beauté. Il faut des restaurateurs de compétences, des militaires aussi, des gendarmes, des policiers qui font bien leur devoir. C'est la règle, respecter la loi, etc. Les autorités traditionnelles, spirituelles, et les guides spirituels, etc., etc. Tout ça, toute l'Afrique, personne n'a oublié, doivent être unis dans l'idée de bâtir une nouvelle Afrique. Une Afrique avec une logique africaine, et non plus subir la logique de l'Occident depuis le XIVe siècle. C'est ça. Et petit à petit, on peut. En faisant ça, on arrive, on fait bien les... Qui nous empêche? Moi, j'ai proposé, même on doit proposer, par exemple, si la Guinée, à l'heure de Conakry, ils sont libres, ils ont des problèmes. Il y a le Mali, ils sont libres, etc. Il y a le Burkina Faso, il y a le Niger. Mais s'il faut la fédération déjà, ils font la fédération, ils ont le port de Conakry, qu'on améliore, ils font la défense, ils font les routes, il y a une continuité géographique, etc. Ils viennent au Tchad aussi, là où il y a du désordre, et puis jusqu'à Centrafrique. Et puis le reste sera choisi, le reste après. On va tous adhérer à la fédération. Il faut faire comme ça. Bref, il faut conclure. Dans l'humanité, ce qu'on appelle l'humanité, il n'y a que 2 choses. 2 choses. C'est ce qu'il faut retenir. 2 choses. C'est tout. Des choses essentielles. Premièrement, une humanité ne peut pas vivre sans idéal. Parce que l'idéal te donne une vision. Donc, quel est aujourd'hui l'idéal africain? L'Europe a un idéal. Faire l'Europe, continuer à dominer le monde. Les Chinois ont un idéal. Faire un grand marché chinois avec la route de la soie et même dominer l'Occident, qui déjà est faible par rapport à la Chine, et aller à la Lune. Nous, on n'a pas d'idéal. On subit la logique des autres trop facilement. Il n'y a pas d'idéal. C'est la première chose pour l'humanité. De tout temps, depuis la Grèce, depuis Rome, les Chinois, les Confucius, il y a toujours ça. Parce que l'idéal de la vision du futur, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut avoir devant soi un impossible. Quelque chose d'impossible à faire. C'est-à-dire, mais c'est impossible d'être merveilleux. Mais c'est difficile à faire. On ne peut pas faire, c'est impossible. Je peux faire, je peux reculer. Impossible.
Les États-Unis, on peut le faire. Ils ont fait les États-Unis d'Amérique. Impossible, Bolivar a accompli de faire les États-Unis d'Amérique latine. Et quand tu loues, eh bien voilà. Quand tu as eu la chance de le faire, tu as loupé, ben tu subis. Il y a que ces deux choses qu'il faut retenir. Quel est l'idéal africain, l'idéal qui peut nous mobiliser tous, fondamentalement, l'intérêt de tous, qui donne une vision du monde commune, avec nos débats, nos différences, nos querelles, d'accord, nos désaccords, d'accord, ça ne fait pas de l'idéal. Parce qu'il faut toujours affiner. Et puis après, quelles sont les choses devant nous qui disent ça, c'est difficile à faire, mais c'est merveilleux, mais c'est presque impossible. On doit rendre ça possible. Quoi? On n'en a pas. Donc on vit comme ça, sans idéal, sans impossible à vaincre, mais on n'est pas dans l'humanité. La pensée africaine nouvelle, la nouvelle pensée africaine, doit affirmer clairement l'idéal du peuple africain, des peuples africains, qui leur confère une vision du futur. En même temps, un impossible à faire pour les générations actuelles peut-être, mais qui est à rendre possible, à rendre tangible, à rendre concret. Aujourd'hui, l'État fédéral africain, le panafricain, c'est presque un rêve. C'est trop merveilleux, c'est un impossible merveilleux. Mais ceux qui viendront le faire, ça sera tangible, ça sera concret, ils auront réalisé, ils auront rendu possible un impossible. C'est ça l'humanité. Il est impossible d'aller à la Lune. Il est impossible d'aller à la Lune. Mais les gens sont partis à la Lune. Qui pouvait penser ça? C'est impossible presque à aller au Moyen-Orient, mais c'est impossible ça. On peut faire des dessins animés, tout ça, mais aller à la Lune, comment se poser? Il n'y a pas d'atmosphère là-bas, comment faire? Mais on rend cet impossible possible. Un petit pas pour moi, mais un grand pas pour l'humanité. Un grand pas pour l'humanité. C'est ça l'idéal. C'est ça l'impossible à vaincre. La conquête spatiale, Mars, la Lune, Saturne, tout ça. Mais l'homme va toujours pousser à conquérir le cosmos et nous serons toujours exclus. Exclus de l'énergie, de la reine industrielle, exclus du nucléaire, exclus de l'espace, exclus. Parce qu'on a peur de l'impossible à vaincre. C'est très grave la génération actuelle. L'animal, comme je l'ai dit, n'a pas d'intentionnalité, comme dit le philosophe. Un animal n'a pas d'intention. Il vit comme ça, il fait l'amour là, il dort là, il mange là, il pleut, il s'abrite tant qu'il peut. Il n'a pas d'intentionnalité. Ça veut dire de réflexion. C'est un être vivant qui ne réfléchit pas. C'est un être vivant qui ne réfléchit pas. Tu vois? Sur sa propre condition animale. L'animal, l'être humain, a l'intentionnalité. Il réfléchit sur sa condition humaine. Je ne suis pas libre, il faut que je sois libre. Je suis pauvre, il faut que je sois un peu plus riche. Je suis pas éduqué, il faut que mes enfants soient éduqués. Il vit parce qu'il réfléchit, la condition humaine. Tu vois? Il faut que je change, etc. Ce n'est pas la condition animale, la condition humaine, c'est celle. Donc, un animal est un homme, trait d'union, jette, on a jeté là, et il n'est pas un projet. Pro veut dire devant, au devant. Tu te jettes au devant. C'est bien quand on dit mourir pour la patrie. Ça, c'est du très mauvais français. On ne meurt pas pour la patrie. À latin, on ne dit pas ça. Mourir pro patria. Pro patria. Ça dit, je meurs devant la patrie. Je défends la patrie. Je suis le rempart de la patrie. La patrie derrière. C'est ça. On a mal traduit en disant mourir pour la patrie. Mais si tu meurs pour la patrie, déjà conquise. Et tu meurs avec. Il faut aller devant pour le protéger. Voilà, c'est ça. Pro patria en latin, c'est ça. Pro ne veut pas dire pour. Ouais. Donc, au fond, c'est très important cette affaire d'intentionnalité-là. Sinon, votre cerveau fonctionne pourquoi? Etc. Donc, dans notre cas, le futur africain, l'idéal, quel est l'idéal? L'idéal, c'est le panafricanisme. C'est-à-dire, nous sommes libres de dire que nous avons un destin commun, qui ça nous regarde, quand on ne vous demande pas votre avis.
Nous avons un destin comme le destin pour les peuples africains. Nous décidons, c'est notre vision. C'est nous de le décider. Ensuite, quel est l'impossible à faire? L'impossible à faire, c'est, nous croyons qu'aujourd'hui, vu les logiques du monde, vu la grande Chine, l'URSS, la Russie qui fait ça, l'Europe qui se construit, les États-Unis veulent faire le Canada, le Mexique, les États-Unis, tout est grand, grand, grand. Alors nous aussi, on veut faire grand dès maintenant, sinon on va perdre encore le coche. Donc nous proposons une institution, la construction, c'est possible, c'est l'impossible, mais il faut rendre possible, d'un État fédéral, panafricain, c'est ça? Alors maintenant, comme le temps presse, et qu'ici on est invité quand même à un débat sérieux, d'autant plus qu'il y a beaucoup de compétences ici, il faut donc en profiter. Alors moi j'ai proposé, il faut imaginer, même si ça ne marche pas tant pis, il faut imaginer. Donc j'imagine que la fédération va faire sans constitution, c'est normal. Mais il faut expliquer qu'est-ce qui motive cette constitution, qu'est-ce qui motive le panafricanisme, qu'est-ce qui motive l'État fédéral. Donc il faut un préambule qui donne les bien fondés, les objectifs, les missions essentielles, et le pourquoi, et le comment, etc. etc. Le préambule. Alors moi j'ai préparé un préambule qu'on ne peut pas lire ici parce que le temps presse, c'est très court. Il faut dans les commissions que tout le monde discute ce préambule-là, qu'on le critique, qu'on l'amende, analyse l'essentiel, et que Yaoundé a retenu dans la nouvelle réflexion africaine le préambule éventuel, le projet de préambule d'une fédération. Parce qu'il faut que ces idées se répandent dans le monde, dans l'Afrique. Et la jeunesse africaine va saisir ça. Et c'est à Yaoundé qu'on aura fait projeter une espèce de préambule, c'est-à-dire la vision. Moi, je suggère ça. C'est un texte qui n'est pas long. Et pourquoi on fait ça, etc. Donc, le début, c'est que dans l'histoire, les peuples se déterminent librement. Ça, c'est tout le monde. On a fait l'Europe, l'Union européenne, on ne demande à personne. Les Chinois font, les États-Unis, nous aussi on fait. Librement. On décide librement. Pour notre bien à nous. Et pourquoi on le fait? Pour l'intérêt du peuple africain. Ce n'est pas pour quelqu'un. Et pourquoi? Pour que ça soit notre sécurité dans l'espace, dans l'océan, sur Terre. Sur notre sécurité. Et c'est la défense, c'est très important. Et puis après le développement, on meurt de faim. Mais depuis Mauritanie jusqu'à Namibie, il y a des pêcheries, là, vous faites les pêcheries sur les fleuves, les cours d'eau, etc. Il y a la pêche. On peut faire l'élevage, on peut faire reboiser le Sahara pour ne pas prendre le Sahara et le désert de Namib, etc. Il faut faire comme ça. Dans la rue. Il faut se développer l'agriculture, l'élevage des poulets, tout ça, les poissons, tout. L'agriculture, il y a quand même une grande expertise pour ça. On fait des clonages, on fait d'autres systèmes très développés d'agriculture, les vétérinaires. On fait des chemins de fer, on fait des routes, on fait des intérêts d'aviation, etc. On développe le football, une équipe fondamentale, une équipe de football continental. Qui peut battre l'Afrique? Les Mbappé viennent ici, les étoiles sont ici, il faut l'entraînement, les Drogba, tous ces gens-là qui traînent là. Qui va battre l'Afrique? On fait l'équipe africaine du marathon. Qui peut battre l'Afrique pour le marathon? Donc on a il faut même abandonner l'Olympique. Parce qu'on sera trop champion. Et même si on fait l'esthétique, la beauté, Miss universelle, ça sera qui? C'est le Libéria aujourd'hui. C'est une jeune fille du Libéria qui est Miss universelle, et quand tu la vois, tu tombes de nu aussi. Vous avez la poésie, vous avez le bois, vous avez les boxeurs, la musique, la course. Mais qu'est-ce qui vous manquerait? C'est la pensée qui manque. Les Makossais, les Manouetés, ils ont fait les Makossais. À Kinshasa, il a fait l'entraînement à Kinshasa et tout.
Oui, il y a les grands Calais, les Franco, tout le monde connaît ces choses-là, tout ça. Mais il faut faire des choses. Qu'est-ce que la boxe, le jeu, l'handball? Si vous êtes champion, les filles ici. La Côte d'Ivoire aussi, c'est des champions. Il y a de tout, c'est trop gâté. Même quand les Noirs gagnent là-bas en France, c'est des Noirs africains. S'ils gagnent en Angleterre, il y a des Noirs, etc. S'ils gagnent aux États-Unis, n'en parlons pas. Même le basketball, si les Noirs américains ne jouent plus, ça tombe. Le basketball avec les Jordan. Il disait qu'il joue dans l'espace, il ne joue plus sur terre, il prend le ballon, il vole avec. Donc, voyez-vous, on a tout. Mais pour qu'on ne fait pas, tu es sur l'or et tu dis que je suis pauvre. Tu dors sur l'or, tu dis que je suis pauvre. Et c'est une conversion irrévocable. Nous ne sommes pas orgueilleux, nous sommes des hommes comme les autres, nous avons souffert, nous avons saisi la logique qui nous échappe, la logique de l'histoire. Les autres viennent avec une logique qui ne peuvent pas changer un seul jour. Depuis plusieurs siècles, depuis 10 siècles, ils ne changent pas ça. Contre nous, nous ne comprenons pas. Donc c'était des hommes qui ont pris l'amitié, etc. C'est faux. Donc, nous avons notre propre logique. La logique historique africaine doit être affirmée. C'est cette idée-là qui est la solidarité, la patriotisme, la fraternité. Nous avons un idéal commun. Il faut que ça soit affirmé dans la nouvelle pensée. Et un idéal, une vision, mais en même temps, un impossible à rendre possible. C'est ça qui va motiver nos vies, notre enseignement, notre économie, nos regroupements sous-régionaux, tout ça. Même les CEMAC, ils ont un peu une vision panafricaine. Ça peut parler. La CDAO, ils ont une vision panafricaine. C'est des petits trucs de petits points, ça sert à rien. Ça nous perd le temps. Il faut faire. Et ceux qui viendront, ils vont vous élever des statuts, parce que vous avez bien vu. Mais si vous ne faites pas bien de ces gens, est-ce qu'ils étaient à l'école? Est-ce que c'était vraiment des hommes comme nous? Ils vont nous condamner. Donc, au fond, c'est très important. On ne peut pas remercier encore 1000 fois Dina Bicol pour son initiative. C'est donc très important. Nous sommes entre nos frères et sœurs, avec nos différences, nos débats, nos contributions. C'est tant mieux d'ailleurs. C'est un travail qui va servir aux autres, et notamment le préambule qu'on peut lire publiquement.